sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Sarah Cadour va nous faire le bonjour de l'opéra. Bonjour. Voilà. Tous les jours, elle fera un bonjour différent. Demain, ce sera un bonjour un peu plus jazzy. Restez avec nous surtout, parce qu'on ne va pas faire que chanter. Il y a Arnaud Loquet qui est aussi à côté de Sarah. Bonjour Arnaud. Bonjour au public qui est hyper en forme. Alors, notre dossier du jour, il est consacré à ces maux de ventre qui gâchent nos repas. Je pense que et c'est surtout un mal féminin, il faut le dire, les intolérances alimentaires, le gluten, le lactose, l'amidon. Quand notre corps dit stop, comment est-ce qu'on fait? On se demande souvent si notre ventre gonflé vient du pain, du lait. Alors on teste, on enlève, on remplace certains aliments. Parfois on le fait un petit peu d'ailleurs au hasard, sans savoir si c'est la bonne piste. Donc comment s'y retrouver? Quels sont les vrais signaux qui doivent nous alerter? Et surtout, quelles adaptations peuvent réellement nous soulager au quotidien? Eh bien, pour le savoir, voici le menu du jour sans additifs. Jeu de mots. Oui. Elle est suivie par près d'1 million d'abonnés. On part à la rencontre de Zoé No Gluten. On l'a su dans son quartier. Elle fait ses courses 100% sans gluten. Elle nous montre ses réflexes, ses indispensables. Elle nous prépare une recette simple à refaire à la maison aussi. Comme quoi manger sans gluten, ça peut rimer avec plaisir. On va vous le prouver d'ailleurs dans cette émission plusieurs fois. Lactose, amidon, des intolérances qui peuvent nous gâcher la vie, ventre gonflé, douleur après le repas, fatigue, inconfort, oui, qui revient encore et encore. Pour les repérer et trouver des solutions, on reçoit Claire Trommenschlager, nutritionniste. Et puis Héloïse Brion est avec nous ce matin. Sa mission, une recette gourmande qui convient à absolument tout le monde, même les intolérants. Et puis Stan Gusman sera là comme tous les jours. Et il y aura sa chronique 100% sans culpabilité. Voilà, ça nous plaît aussi quand on parle de nourriture. Et puis pour décrypter clairement l'intolérance au gluten, qui de mieux que Abigail Deby, notre médecin urgentiste. Bonjour docteur. Bonjour. Très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Tout d'abord, pour bien comprendre de quoi on parle, je voudrais qu'on définisse bien les différences entre allergie, intolérance et hypersensibilité. Qu'est-ce qui les distingue, ces trois notions ? C'est vrai que c'est pas facile de faire le tri, surtout concernant le gluten, parce que c'est un sujet qui a été vraiment sur le devant de la scène depuis quelques années, et c'est vrai qu'il y a de la confusion. Donc, l'allergie alimentaire, c'est un emballement, une réaction excessive de notre système immunitaire quand on est mis en contact avec des allergènes, c'est-à-dire des substances qui sont présentes dans l'alimentation. Donc ça, c'est une première chose. Et donc, l'allergie au blé, ça touche surtout les enfants. Souvent, ça disparaît à l'âge adulte. L'intolérance au gluten, c'est quelque chose, c'est un terme en fait qui est mal approprié puisque ça désigne la maladie cœliaque, qui est une maladie auto-immune et qui touche 1% des personnes. Et qui est une vraie maladie. Tout à fait, et qui est une vraie maladie avec des tests diagnostiques et une maladie où on produit des anticorps contre son propre système. Et ce qu'on appelle l'hypersensibilité, c'est un terme un peu fourre-tout qui est encore assez mal connu par la science, parce qu'on a remarqué que beaucoup de personnes se plaignaient de tous ces symptômes que vous avez évoqués lorsqu'ils ingéraient du gluten ou d'autres céréales. Et en fait, ça implique des mécanismes qui soit sont encore inconnus aujourd'hui, soit ça peut aussi impliquer l'axe intestin-cerveau, le microbiote, la dysbiose, etc. Donc voilà, si on veut faire le tri entre tout ça, c'est comme ça qu'on peut raisonner déjà. Merci pour ces précisions qui mettent tout le monde d'accord déjà dès le début. Sarah, oui. Pas d'intolérance, j'imagine, aux Français vous-même. Alors pas aux Français, mais j'ai fait une intolérance au lait qu'il y avait dans mon café ce matin. J'ai pas pu faire l'interview. Oh, trop dur. Il y avait du lait dedans, non? Je suis intolérante au lait de vache. Ah, purée, j'ai pété, pardon. Désolée. Tu le sens, là? Non. On peut commencer, sinon ça te dérange pas? Pas du tout, t'inquiète. Dès qu'il y a du lait de vache, quelque part, c'est une catastrophe pour moi. C'est bon. On peut y aller. Tiens. Ah! Oh là là. Bah, c'est pas de ma faute. Non, mais c'est pas de votre faute, non, du tout. C'est la faute de qui, du coup? Du lait. Ah oui, c'est ça. Non, mais pendant le magnéto, Sarah me dit quand même, je pense que je suis allée trop loin ce matin. Mais c'était la limite. Vous me direz, public, ce que vous en pensez.
Bon, pour parler plus sérieusement avec nous dans le public, c'est Constance. Vous êtes avec nous aujourd'hui. Alors, vous, depuis pas mal de temps, vous souffrez de problèmes digestifs. Ça se traduit par pas mal de ballonnements. Surtout, vous avez identifié, c'est après souvent avoir mangé du pain ou des pâtes. Et vous m'avez dit aussi que je pense que vous aimez autant les crêpes qu'Agathe aime la fondue. Donc, souvent, après les soirées crêpes, vous avez aussi mal au ventre. Donc là, vous avez testé récemment d'enlever le gluten un peu de certains de vos repas. Vous allez nous dire tout à l'heure si ça a changé des trucs chez vous. Merci beaucoup. Vous inquiétez pas, Constance, on va vous donner des solutions avec nos experts dans un instant. Sarah, allez rejoindre Constance pour lui donner un petit verre de lait. Comment reconnaître une intolérance alimentaire? Est-ce qu'il faut entièrement bannir le gluten si on a l'impression de ne pas le digérer? Ce sont les questions qu'on se pose tous, bien sûr. Sarah, j'espère que le public n'a pas trop de flatulences comme vous avec les Français tout à l'heure. Si, j'allais vous J'espère dire. pour vous. Ça sent un peu l'œuf. Ah, Ouais, je vous assure. Donc, je suis en apnée. Donc, si on pouvait envoyer le micro-trottoir, ça m'arrangerait. ouais. Et là, donc, il est 10h du matin. Bisous. Bon petit-déj. Est-ce que vous avez des intolérances alimentaires? J'en ai, mais je me suis jamais trop penchée dessus. Je suis intolérante au gluten. Quel aliment vous avez du mal à digérer? Le lait, ça me met pas trop bien en général. Le lait. La tomate, ça fait des aftes. Peu de tomates mozza, c'est fini. Finito tomato. Ouais. Vous aimeriez être intolérante à quoi? Au chocolat. Aux bonbons. Les bonbons, c'est une horreur. Tenez, c'est pour vous. Ah, merci. Hein, vous n'êtes pas intolérante pour le moment, on peut y aller. Ah, merci. Selon vous, pourquoi on est de plus en plus intolérant? Pour moi, c'est par rapport à la nourriture qui est transformée. Avec les pesticides, avec tous les produits mélangés à tout, transformés. Là, on va être en direct. On dirait ça, attention. Oui, nous sommes en direct, en effet. Intolérante au gluten. Entre Ro et flatulence, elle ne s'en sort plus. Racontez-nous comment ça se manifeste. Alors, des douleurs dans le ventre, dans les intestins, constipation. Bah là, elle vient de flatuler, encore une fois, depuis tout à l'heure. Mais voilà, elle ne s'en cache pas. Et puis, on est intolérante, on est intolérante. Intolérante, Voilà. on peut rien faire. Allez, on vous laisse. À vous les studios, merci beaucoup. Super, merci. Il me fallait un témoignage. C'est vrai. Ouais. Je rigolais, c'était un faux direct. Vous me flatulez pas. Il y a un truc qui me fascine, c'est qu'après, ils vous aiment quand même, quoi. Mais oui. Et vous avez trouvé un bon thème, hein, depuis C'est ce pas matin. mal. Ouais, voilà. Ouais, Les voilà. flatulences. Voilà, les flatulences. Donc, à côté de vous, Sarah, il y a Constance, qu'Arnaud nous a présenté tout à l'heure, on le disait en début d'émission. Vous remarquez depuis l'adolescence que vous avez certaines intolérances. Après les repas, vous vous sentez un peu plus fatigué, vous avez un manque d'énergie. C'est ça, comment ça se manifeste au quotidien? Bonjour, effectivement, alors déjà petite, gâteau, viennoiserie, boulangerie, du blé partout, donc du gluten partout, ballonnement, brouillard mental, Déjà fatigue. petite? Ouais, Ah ouais? il y en a partout et ça coûte pas cher. C'est ce qui est donné très facilement dans les cantines. Le pain à la cantine, le blé, c'est partout en fait. C'est vrai que c'est devenu un peu le suspect idéal dès qu'on a une petite intolérance, dès qu'on a un ballonnement, etc. Mais comment est-ce qu'on peut savoir vraiment si on est intolérant ou si on est tout simplement sensible? Moi, personnellement, je vois bien que si je mange trop de gluten, je ne suis pas hyper bien, mais que si j'en mange un petit peu, tout va bien. Donc, je suis peut-être plus sensible qu'intolérante, quoi. Oui, il faut qu'on fasse le tri un petit peu dans tout ça. Et c'est vrai que c'est pas simple du tout. Déjà, ce qu'il faut qu'on dise en préambule, c'est que le blé, c'est une des céréales les plus consommées en Occident. Vous avez dit, c'est ce que vous mangez depuis toute petite. Et dans le blé, il y a des protéines qu'on appelle les prolamines. Et quand on ajoute de l'eau et des forces mécaniques, il y a le gluten qui apparaît. Et ce gluten, en fait, aujourd'hui, il est présent dans 70% des aliments transformés. C'est pour ça qu'on en parle autant. Et c'est pour ça aussi que beaucoup de patients, de personnes, se rendent compte qu'ils ont des symptômes en fait en rapport avec l'ingestion de gluten. Mais il faut quand même faire le tri. La vraie intolérance au gluten, encore une fois, c'est un abus de langage parce que c'est une maladie auto-immune qui peut se déclencher à tous les âges et qui s'appelle la maladie cœliaque. En fait, la maladie cœliaque, c'est lié à la production d'auto-anticorps. Quand on ingère du gluten, eh bien, on va produire des auto-anticorps contre la muqueuse de son intestin. Et donc, on va détruire la partie superficielle de cette muqueuse qu'on appelle l'épithélium. Et ces anticorps, on les appelle les anticorps anti-transglutaminase. Mais Abigail, c'est quoi les personnes cœliaques? C'est quoi les symptômes? C'est très violent quand même. Alors, il peut y avoir plein de symptômes. Ça peut se dépister, par exemple, à l'occasion d'une carence en fer, donc une anémie, donc ça crée une des fatigue. carences. Exactement, puisqu'en fait, les intestins fonctionnent moins bien, ils vont moins bien absorber les nutriments. Première chose, ça peut donner bien sûr des symptômes digestifs, puisqu'on détruit sa muqueuse intestinale.
intestinale, donc des troubles du transit, des diarrhées, des ballonnements, des douleurs abdominales, une perte de poids, une dénutrition, même si aujourd'hui quand même on essaye quand même de faire le diagnostic avant qu'on en arrive là. Et puis comme c'est une maladie auto-immune, donc qui touche un peu l'ensemble de notre système immunitaire, eh ben, ça peut donner des signes extra-digestifs, des douleurs articulaires, une fatigue chronique, etc. Et ça peut se diagnostiquer vraiment à tout âge. Donc le diagnostic, c'est le dosage de ces fameux auto-anticorps. Et ensuite, on confirme toujours par une biopsie. On va biopsier une petite partie de l'intestin et on va voir s'il y a ce qu'on appelle une atrophie des villosités de l'intestin qui signe le diagnostic. Donc ça, c'est une première chose. Et ça ne touche pas tout le monde, mais c'est quand même assez fréquent, puisque 1% de prévalence dans les pays occidentaux, c'est pas rien du tout. Et ensuite, ce dont on s'est rendu compte de façon empirique, mais finalement, c'est les patients qui ont quelque part apporté ce problème à la table de la communauté scientifique, c'est que, comme vous le disiez, beaucoup de gens ont remarqué que quand ils consommaient des aliments qui contenaient du gluten, ou en tout cas certaines céréales, ils avaient toute une série de symptômes. Des symptômes digestifs, mais aussi du brouillard mental, des troubles de l'humeur, anxiété, dépression, troubles du sommeil, un moins bon fonctionnement cognitif, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. On pense même que ça peut expliquer peut-être parfois des symptômes qu'on attribue à la fibromyalgie. Bref, tout un cortège de symptômes. Et là, on s'est rendu compte que probablement, il y avait ce qu'on appelle une hypersensibilité. Les mécanismes exacts de cette hypersensibilité, ils ne sont pas encore bien connus. Mais en tout cas, de façon empirique, on sait que chez ces patients, quand ils arrêtent le gluten, eh bien, souvent, ils vont mieux. Là, quand même, petite nuance, parfois, ce que la science commence à constater, c'est que ce n'est pas vraiment une intolérance ou une hypersensibilité au gluten, mais peut-être à d'autres composants de ces céréales, et notamment ce qu'on appelle les FODMAPs. On va en reparler. Ouais, alors c'est ce qui explique que plusieurs personnes, comme vous le disiez, de façon empirique, tout comme Constance, arrêtent le gluten alors qu'ils ne sont pas cœliaques. C'est ça, exactement. Okay. Ouais. Très bien. Donc, en supprimant le gluten, quels nutriments est-ce qu'on risque de perdre? Et est-ce qu'il faut compenser, s'il faut compenser? Déjà, c'est vrai que c'est difficile de dire ça quand on a constaté par soi-même des changements, mais c'est quand même bien de se faire accompagner. Pourquoi? Parce que les céréales qui contiennent du gluten, elles contiennent aussi plein d'autres nutriments. C'est une source déjà importante de fibres. On a besoin des fibres pour absorber les autres nutriments, pour le transit, pour plein d'autres choses. Les vitamines du groupe B, vitamines B1, B3, B9, et celles-là, elles sont importantes notamment pour le fonctionnement de notre système nerveux. Le fer, on sait que si on a une carence en fer, on a une anémie, et une anémie, ça fatigue et ça a plein de conséquences. Et puis le zinc et le magnésium. Donc d'une façon générale, quand même, c'est bien de ne pas faire ça tout seul et de quand même s'en référer à un professionnel pour voir ça. Donc l'autre risque, c'est que les produits dans le commerce, dans les supermarchés, labellisés sans gluten, souvent c'est des produits très transformés et qui sont pauvres en fait en nutriments essentiels. Donc comment on peut faire? Comme vous l'avez dit aussi dans votre témoignage, on peut remplacer par des céréales qui sont nutritives, donc le quinoa, le sarrasin, le millet, le riz complet. Quand on consomme des céréales, c'est mieux de les consommer, prendre des céréales complètes plutôt que des céréales raffinées qui sont pauvres en nutriments, comme la farine blanche, le riz blanc, etc. Donc plutôt consommer la céréale complète parce qu'elle a le germe et le son, et donc elle est riche en nutriments. Et après, si vraiment on veut arrêter gluten et compagnie, eh bien, c'est bien d'avoir un régime qui est riche en fibres. Donc, c'est toujours des conseils de bon sens, mais les légumes, les fruits de saison, consommer des légumineuses, consommer des fruits à coque, etc. Et puis, vérifier quand même qu'on n'a pas de carence. Si on ressent des symptômes, c'est bien de faire quand même un bilan sanguin à un moment ou à un autre. Merci beaucoup, Abigail. Merci, Constance, d'avoir témoigné. Mais on a encore plein de solutions, surtout à vous apporter. Alors, si vous voulez retrouver tous les conseils d'Abigail et de nos experts en général, vous avez nos réseaux, les réseaux de Bel et Bien Ensemble, bien sûr. Et pour celles et ceux qui doivent arrêter le gluten ou qui ont tout simplement envie de tester d'autres alternatives, c'est pas toujours évident de s'y retrouver. Parce qu'il y a les rayons sans gluten. Vous avez dit que c'était pas forcément génial parce que c'est ultra transformé. Il y a les recettes qui promettent monts et merveilles. Il y a les idées reçues. Donc, on peut vite se sentir perdu. Vous, ce matin, Arnaud, vous nous emmenez à la rencontre d'une créatrice de contenu qui est quand même suivie par plus d'1 million d'abonnés, qui a fait du sans gluten son quotidien, mais sans aucune frustration. Ça qui est pas mal. Donc ça ne vous a pas échappé que quand on est sur les réseaux sociaux, il y a souvent plein de contenus qui sont liés au gluten, donc il faut toujours faire attention à ce que l'on vient y trouver. Oui, est-ce qu'on peut comme dire dans cette émission que les réseaux sociaux ne sont pas des médecins? Voilà, accessoirement. Les coachs, les créateurs de contenu ne sont pas forcément, n'ont pas forcément des diplômes d'État. C'est bien de regarder, mais c'est souvent bien de confirmer avec des gens dont c'est le métier. Mais cela dit, quand même, on a envoyé Jules, qui est notre reporter tout-terrain, pour rencontrer celle, comme vous l'avez dit, qui est la star française sur les réseaux du sans gluten, c'est Zoé No Gluten.
Bonjour Zoé. Bonjour, enchantée. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je pense que là, on va faire quelques courses pour faire une petite recette sans gluten, non? Allez, je vous suis. C'est parti. À 28 ans, elle rassemble près d'1 million d'abonnés avec ses recettes 100% sans gluten. Hyper gourmand, mais en même temps, ça reste sain. Attention à pas tout manger du premier coup. Alors, c'est comment de vivre sans gluten? Là, regarde, par exemple, il y a plein de farines sans gluten, tu vois. Farine de riz, c'est sans gluten. Farine de châtaigne, c'est sans gluten. Farine de pois chiche, c'est sans gluten. Farine de sarrasin aussi, tu vois. Donc, il y a moyen de trouver, hein. Faut juste un peu connaître. Alors, les produits bruts, ils sont sans gluten. Par contre, les produits transformés, oui, c'est plus compliqué de les trouver. Il n'y a pas autant de choix quand on mange sans gluten que quand on peut manger du blé. Et après, ça s'améliore. Il y a de plus en plus de choix. Je vais en prendre 2. 2 courgettes. Alors, ricotta, parfait. Hop, comme ça. Voilà, et le parmesan. Parfait. Je conseille de cuisiner soi-même, en fait. Il faut s'y mettre. Il faut mettre les mains à la pâte, c'est ça qu'on va faire là. Eh bien justement, direction les fourneaux, avec les courgettes, la ricotta et le parmesan, Zoé nous propose en exclusivité sa recette de tarte sans pâte et sans gluten. Donc maintenant, première étape, on va tout simplement les râper avec une râpe. On va se faire les bras. Allez. Allez, je vais vous aider un petit peu. Allez, c'est gentil. on va essayer. Alors, j'ai jamais fait ça de ma vie. Ça va aller? Vous voyez, ça se passe bien là. Je suis pas un expert de la cuisine. En fait, j'ai la maladie cœliaque, moi, qui a été diagnostiquée quand j'avais 18 ans. La maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune qui touche en France 1% de la population. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ingère du gluten, mon corps détecte le gluten comme un ennemi qu'il faut éradiquer à tout prix. Et donc, dès que je mange du gluten, en fait, mes parois intestinales sont abîmées. Et donc, sur le long terme, c'est très dangereux parce qu'on n'est plus capable d'absorber tous les nutriments. On va juste devoir ajouter 4 œufs. On va déjà peut-être mélanger ça et puis il n'y aura plus qu'à ajouter le parmesan et ce sera déjà prêt. Quand on cuisine un petit peu chez soi, on peut vraiment reproduire la majorité des plats et des choses qui nous manquent finalement en version sans gluten. Alors évidemment, ça ne sera pas exactement pareil, mais il y a quand même des alternatives qui existent. Dernière étape. Le four? Le four, allez. Je pense que cette page, elle est arrivée parce que c'est le type de contenu que j'aurais aimé trouver au moment du diagnostic et qu'il n'existait pas du tout. Et donc oui, j'ai voulu créer une communauté de gens qui se comprennent aussi pour se sentir moins seuls, pour avoir des réponses à nos questions et pour créer du contenu qui parle en fait. Je pense que c'est prêt là, ça sent trop bon. Ok. Je le sors du four. Allez, on y va. Et hop. Waouh, ça a bien gratiné sur le dessus, j'adore. Ah, c'est pas mal, hein? Regardez. Ok. Mal, hein. Et parfait. L'idée, c'est de proposer un contenu qui est joyeux et puis qui donne des clés aux gens qui en ont besoin. Donc aujourd'hui, ce qui fonctionne le mieux, c'est des recettes faciles, rapides, très bonnes, avec des ingrédients du quotidien, pas trop chers, qu'on peut trouver à peu près partout. Cette pâte se suffit même à elle-même, finalement. Mais on peut mettre ce qu'on veut par-dessus pour la rendre encore plus gourmande. Ici, j'ai prévu aujourd'hui un truc très simple. C'est de la ricotta. J'avais envie d'ajouter un peu de truite fumée par-dessus. Encore une fois, pas d'obligation, on met ce qu'on veut. Je pense que c'était important de me dire, ce truc qui m'embête au quotidien, finalement, il y a moyen de le transformer, il y a moyen de lui donner un sens. C'est vachement bon. Bon appétit. Vous aussi. Merci. Et ce que je trouve très bien dans son approche à elle, c'est que, en fait, elle fait d'une contrainte quelque chose qui devient une force. C'est-à-dire que souvent, on peut vivre mal des intolérances, mais en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que ça génère souvent chez les gens des frustrations. Alors que ce qu'il faut retenir d'un sujet comme celui-là, c'est qu'il y a des alternatives et qu'au final, ce que vous ne pouvez pas mettre dans l'assiette, vous allez réfléchir à des compléments pour rendre une assiette quand même joviale et vous faire envie. C'est ça, et on peut donc piocher plein d'idées de toute façon. Alors ça, pour le coup, sur les réseaux, s'il y a des vertus, c'est de pouvoir trouver plein de petites idées, recettes, en général et en particulier. Sarah, qu'est-ce que vous êtes dissipée, mon chou? Je discute avec Eddie. Voilà, est-ce qu'elle vous a fait un petit air d'opéra dans l'oreille? Oui, un petit peu. Et votre tympan, ça va? Tout va bien, tout va bien. Elle a un certain talent. Il saigne des oreilles. Alors j'avais une petite question parce qu'on a eu quelques axes de réponse, mais comment s'adapter en fait à une personne qui a une certaine sensibilité au gluten? Comment redevenir en fait un invité dit facile un petit peu parce que ça préoccupe beaucoup de personnes pour le restaurant, lorsqu'on est invité chez des amis.
Donc voilà, je me posais la Comment question. on contourne? Oui, c'est sûr que c'est difficile, Alors, socialement. Déjà, la première chose, c'est de vérifier qu'on est vraiment intolérant au gluten ou pas. Parce que c'est pas la peine de se compliquer la vie si finalement on peut avoir aussi une hypersensibilité et quand même tolérer une petite dose de gluten. Donc ça, c'est bien aussi de se faire accompagner et de voir s'il y a des choses qu'on supporte mieux que d'autres. Après, il ne faut pas hésiter à prévenir. Il ne faut pas avoir honte si on a vraiment un problème de santé. Si on a une maladie cœliaque, c'est clair, c'est régime sans gluten à vie. Si on est hypersensible, il faut aller vers des choses simples. Si on va au restaurant, on va choisir des aliments les moins préparés, les moins transformés possibles. Notamment, on va prendre des poissons, des viandes grillées, des légumes, des fruits, des choses vraiment le plus basique en fait. C'est vraiment ça. Et quand on fait ses courses pour un invité qui serait intolérant ou hypersensible au gluten, il faut apprendre à lire les étiquettes et ça, c'est pas simple. Mais d'une façon générale, si on doit donner 1 ou 2 conseils très très faciles, plus l'aliment est transformé, plus il y a de risques qui contiennent du gluten. J'ai dit 70% des aliments transformés contiennent du gluten. Donc quand il y a des noms que vous ne comprenez pas sur l'étiquette avec la composition, il y a quand même des chances qu'il y en ait. Donc quand il y a marqué fécule, assaisonnement, condiments, tout ce qui est ultra préparé et transformé, il y a des risques. Et puis après, encore une fois, si c'est vraiment quelque chose qui donne des gros inconforts, il n'y a aucune honte à dire qu'on est hypersensible au gluten. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Allez, il faut libérer la parole. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre bidon, quand certains aliments passent mal, on va prendre un petit cours de science avec Stan Gusman. Oui. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je ne m'en fais Why pas. not, mon chou? Oui, c'est ça, quoi. Vous l'avez constaté avec Eddy, mais aujourd'hui, inviter des gens à dîner ou à déjeuner, c'est un casse-tête nutritionnel, c'est un enfer. Avant, on demandait juste, tu préfères quoi, viande ou poisson? Aujourd'hui, c'est un questionnaire médical. Végétarien, végétalien, vegan. Et déjà que recevoir des amis devient un congrès de gastroentérologie, voilà qu'arrive une nouvelle espèce difficilement contentable à table, les intolérants. Ah, intolérance au lactose, à l'amidon et au gluten. De plus en plus de personnes sensibles ont du mal à digérer. Mais alors pourquoi, hein? Bienvenue dans Ce n'est pas sorcier, l'intolérance alimentaire. Musique. Bonjour, Jamie. Bonjour, Jamie. Hi, Agatha. Alors, c'est quoi l'intolérance alimentaire, Jamie? Très bonne question. Je vous explique. Dans notre ventre, il y a une véritable équipe de petits ouvriers qui travaillent jour et nuit pour démonter ce qu'on mange. Ces ouvriers, spécialisés dans notre confort intestinal, s'appellent les enzymes. Grâce à leur petite paire de ciseaux moléculaires, elles découpent l'amidon, le lactose ou le gluten en petites molécules faciles à digérer. Par exemple, quand vous mangez des pommes de terre bourrées d'amidon, une enzyme appelée amylase démonte ce sucre complexe en petits sucres simples. Autrement dit, tout se passe bien sur le trône. Quand vous buvez du lait riche en lactose, c'est une autre enzyme, la lactase, qui s'occupe de découper le sucre du lait pour le rendre digeste. Autrement dit, là aussi, ça roule. Et quand vous mangez des pâtes pleines de gluten, un trio d'enzymes appelé protéase a pour mission de détruire ces protéines coriaces pour en faire des acides aminés. Autrement dit, on digère bien. Bref, normalement, tout fonctionne parfaitement. Mais quand on devient intolérant, le corps n'arrive plus à casser correctement ces molécules alimentaires. Et là, rien ne va plus. Gaz, ballonnement, douleur, diarrhée. Autrement dit, toute la panoplie glamour d'une digestion en grève. La vie d'Arnaud, dis donc. Exactement. Mais alors pourquoi notre corps devient de plus en plus intolérant, vous allez me demander, Agathe? Mais pourquoi alors notre corps devient de plus en plus intolérant? Très bonne question, Agathe. Concernant l'intolérance à l'amidon et la sensibilité au gluten, rien qui dysfonctionne vraiment, à part qu'on en mange trop. Autrement dit, juste avoir la main moins lourde sur les pâtes, le pain ou les frites, et tout ira bien. En revanche, pour l'intolérance au lactose, qui concerne 65% de la population, il y a une explication. Tout se complique avec le temps, car la production de lactase, l'enzyme qui permet de digérer le lait, diminue naturellement après l'enfance. En fait, une fois qu'on a arrêté de prendre le sein de sa mère, on n'est plus censé boire du lait. Et notre corps, qui était loin de se douter qu'un jour un mec assez bizarre irait téter le pied d'une vache, se dit, dis donc, il est tordu lui à boire du lait à 45 ans, il est en plein complexe d'Oedipe ou quoi? Voilà, autrement dit, pour ne plus être intolérant au lactose, 2 options. Soit on grandit, on fait une croix sur le lait au chocolat par exemple, soit on devient un bobo du brunch dominical en buvant du lait d'avoine ou d'épeautre. Alors voilà, Agathe, vous savez pourquoi il est de plus en plus difficile de réunir tout le monde autour de la table. Donc si vous avez prévu de recevoir de la famille prochainement, moi je vous souhaite bonne chance, vraiment. Merci. Il y a Marcel qui m'attend dans le camtar, je vais le rejoindre. Ok, merci à bientôt. beaucoup, Stan. Vous inquiétez pas, hein, parce que là, on a entendu que moi, justement, on digérait moins bien le lait, mais on va dans un instant vous parler du fromage.
Ne vous inquiétez pas, évidemment, nous ne passerons pas cette émission sans vous parler des fromages que vous pouvez ingérer, même si vous êtes hypersensible au lactose. On va s'intéresser à d'autres aliments qui peuvent être difficiles à digérer, comme certains amidons aussi. Pour mieux comprendre ce qui se passe dans notre ventre et savoir comment s'adapter au quotidien, on accueille la nutritionniste Claire Trommenschlager. Bonjour. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes diététicienne, nutritionniste, vous êtes l'autrice du livre Happy Diet, le rééquilibrage alimentaire à petit prix. Ça déjà dans le titre, ça me plaît bien. C'est aux éditions Solar et donc dans ce livre, vous donnez des précieux conseils et puis aussi sur votre compte Instagram. On vient de voir que le gluten relève parfois d'une maladie auto-immune avec Abigail. Le lactose fonctionne pas du tout de la même façon, on vient de le voir avec Stan. Comment savoir si on est vraiment intolérant au lactose cette fois ? Effectivement, comme l'a dit Stan, avec le lactose, c'est une enzyme qu'on ne sécrète plus, donc la lactase, celle qui vient découper le lactose en glucose et galactose. Et donc, il arrive au niveau du côlon où on ne peut pas le digérer et donc ça fermente, gaz, ballonnement, etc. Et donc, pour savoir si on est vraiment intolérant, pour le lactose, on conseille en général de faire une éviction du lactose pendant quelques semaines pour voir si les symptômes quelques semaines, 15 jours, 3 semaines plutôt 6 semaines. Ah oui, oula. Ouais, plus de fromage pendant 6 semaines. Alors non, on en reparlera. Voilà, on va en reparler. On reparlera. Parce que je sais que Sarah a une question. Alors Claire, moi j'ai jamais eu de problème avec le lactose quand j'étais petite. Mais vous l'avez dit, en vieillissant, on digère moins bien. Mais est-ce que ça concerne tous les produits laitiers ? Alors pas vraiment, puisque les produits laitiers vont avoir une teneur en lactose qui va varier. Donc par exemple, c'est sûr que le boire du lait tel quel, ça va être très compliqué quand on est un petit peu intolérant au lactose. Tout ce qui va être milkshake, crème dessert, etc. Mais il y a des produits naturellement plus faibles en lactose. Donc tout ce qui est fromage affiné, par exemple. Parce que plus ils sont affinés, moins ils contiennent de lactose. Puis aussi le yaourt, parce qu'une partie est naturellement digérée par les bactéries lactiques du yaourt. Donc il y a des produits qu'on peut tolérer. Alors justement, j'en viens à ma question, la seule que j'ai envie de poser depuis le début de l'émission. Est-ce que si on est intolérant, on doit arrêter la raclette et la fondue ? Attention à votre réponse. Et si c'est oui, mentez. J'ai une très bonne nouvelle pour vous tous. En fait, le fromage à raclette, il est très pauvre en lactose. Il est même normalement... Et oui, c'est la bonne petite musique de bonheur absolu. Il est très pauvre en lactose et en général, du coup, il va être toléré par une personne qui est intolérante au lactose. Mais attention, désolé. C'est parce qu'il est fondu ou c'est parce qu'il est naturellement moins riche en lactose ? C'est parce que justement, suite à l'affinage, comme d'autres fromages à pâte dure, en fait, il reste plus vraiment de lactose dans le produit fini. C'est-à-dire qu'en fait, plus un fromage est affiné, moins il reste de lactose. Voilà, et ça, on peut le voir si on regarde même sur les étiquettes. On regarde en fait la présence de sucre, puisque le lactose, c'est le sucre du lait. Donc moins il va y avoir de... quand c'est moins de 0,1. Un comté 36 mois, si je fais une fondue avec un comté 36 mois, par exemple, donc qui a été affiné pendant 36 mois, on peut dire qu'il n'y a quasiment plus de lactose dedans ? Normalement, ça passe. Après, il y a des tolérances personnelles, mais en tout cas, ce ne sera pas le lactose. Le problème, c'est plus le cumul de quantité de fromage, charcuterie, tout ce qui va autour, quoi. Ok, d'accord. Il vaut mieux manger donc un fromage à raclette qu'un chèvre frais, par exemple. Par exemple, oui. Enfin, en tout cas, qu'un fromage de vache plus frais. En tout cas, voilà, c'est ça. Compris. Alors, quand il est question d'alternatives au lait, évidemment, il y en a une multitude. Est-ce qu'elles sont vraiment intéressantes ? Comment faire pour ne pas être en carence de calcium ? Arnaud, vous avez décidé de faire un banc d'essai pour démêler le vrai du faux. Journaliste de terrain, c'est la Happy Thérapie. N'en parlez pas. Justement, vous parlez de terrain, et c'est un très bon mot, pardon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, aujourd'hui, tous les cafés, Stan parlait du brunch un peu du dimanche, il y a plein de cafés qui ouvrent en ce moment, c'est vraiment la mode. Et souvent, sur les ardoises, vous avez une variété de laits qui vous sont proposés pour y associer votre café. Le temps que vous lisiez l'ardoise, le café est froid. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je me doute qu'il y a une raison à tout ça. C'est ce que l'on va voir, c'est toutes les alternatives qui existent au lait classique. Donc, la première, c'est, je vais la choisir ici et vous allez la goûter avec moi, c'est le lait délactosé. Ouh là là, qui veut commencer? C'est ça, donc Ok. Sarah, je peux vous piquer le micro, trop bien. Comme ça. Allez-y, allez-y. Il est frais, pas tout, promis. non. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très bon. Ok, c'est déjà bien. Le goût que du lait de vache, quoi, je trouve. Ok, donc, merci beaucoup. La première question que j'ai à vous poser, délactosé, qu'est-ce que vous en pensez?
Le lait délactosé, ça peut être une option tout à fait valable pour les gens qui aiment le lait mais qui ne peuvent plus en consommer. C'est simplement un lait auquel on a ajouté cette fameuse enzyme qui nous manque, donc la lactase, et qui va donc prédigérer directement dans le lait le lactose. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a un petit goût un peu plus sucré, puisque le lactose, c'est une molécule de glucose et de galactose. Et le glucose, lui, a un goût sucré. On ne peut pas acheter de la lactase en gélule si on a une petite sensibilité même? Mais si, justement, ça se trouve en pharmacie. Est-ce qu'on peut me remettre la petite musique où je suis super contente? C'est vrai, et sans ordonnance? Alors, à vérifier pour l'ordonnance, mais il me semble pas. Et après, ça s'utilise ponctuellement. C'est pas l'idée d'en consommer au quotidien, mais si mais on avant va une sortir, raclette ou avant, enfin, raclette, vous m'avez dit que ça allait, mais avant un petit chèvre frais. Ou avant d'aller au restaurant où on ne sait pas forcément ce qu'il y aura dans l'assiette. Ça, c'est pas mal. Que de bonnes nouvelles. Non, Donc, franchement, c'est la meilleure émission que j'ai jamais faite. la deuxième option, deuxième cobaye, le lait de soja. Je vous laisse goûter. Lait de soja, ça n'a pas goût de lait. Hein. Ça a goût de lait de soja. Ah, J'aime pas trop. Hein. il y a moins d'entrain que le précédent. Est-ce qu'on peut dire, Claire, quand même, que les laits de soja, les laits d'amande, les laits d'avoine ne sont pas des laits, mais des jus? Parce que je pense que c'est mal appelé. Alors, effectivement, d'ailleurs, normalement, ça s'appelle boisson végétale. Ouais. On n'a plus trop le droit de dire lait, justement, pour éviter la confusion. Voilà. Parce qu'il y a des parents qui donnaient ça à leurs enfants en remplacement du lait de vache, alors que ça n'a absolument pas les mêmes propriétés nutritives, quand même. Oui, si on donne un lait de remplacement végétal, il faut absolument que ce soit du lait infantile. C'est ça. Et vu avec le médecin. Voilà, mais donc là, on est d'accord qu'il n'y a pas de problème de lactose là-dedans? Non, pas du tout. Et le lait de soja, d'ailleurs, c'est une très bonne alternative en termes de nutriments. C'est celui qui se rapproche le plus du lait de vache parce qu'il est assez riche en protéines, assez faible en glucides et en lipides aussi. Donc, c'est noté. Et qu'est-ce que vous pensez du lait d'amande? Alors, le lait d'amande, c'est pas mal parce qu'il est assez neutre, donc il s'utilise dans plein de préparations. Mais en termes de composition, on ne va pas retrouver les protéines comme on a dans le lait classique ou dans le lait de soja. Et le dernier, qui est sans doute l'un des plus fameux, le lait d'avoine. Alors, le lait d'avoine, c'est vrai qu'il est beaucoup apprécié parce qu'il a ce goût sucré naturellement, puisque ça vient d'une céréale, donc c'est logiquement source de glucides. Mais un petit peu de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que comme on voit les gros matcha, latte, etc., il faut vraiment en tenir compte que c'est un apport nutritionnel dans la journée, quoi. Donc c'est un faux ami, en fait. Hein. Le matcha, latte au lait d'avoine, en fait, on se prend des bombes de sucre sans le savoir. Souvent, oui. Donc là, si on doit récapituler, c'est en cas d'intolérance au lactose, pour garder les apports, ce qui est hyper important, apport nutritionnel, et la meilleure option, vous l'avez dit, c'est... Alors, il y a le lait délactosé ou les boissons soja. Très bien, voilà, vous avez tout répondu. Eh ben c'est noté. Voilà, on sait qu'on peut manger de la raclette, du lait de soja et du lait délactosé. Sarah? Oui, il y a Alexis qui a une question aussi. Merci. Je vous en prie. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, en cas de doute sur le lactose, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Alors, je pense que la première chose à éviter, c'est de tout de suite paniquer, vouloir absolument tout supprimer, parce qu'il y a quand même des apports nutritionnels intéressants, ou alors au moins, il faut apporter d'autres aliments qui contiennent, comme le calcium, par exemple. Donc, on peut garder justement certains fromages, on peut garder peut-être du yaourt selon sa tolérance personnelle, puisque ça va varier d'un individu à l'autre. Et puis voilà, on peut aussi se faire, comme on l'a vu précédemment, un petit journal alimentaire pour évaluer ses symptômes et voir si on a vraiment une nécessité de le supprimer ou pas. Ça, c'est vrai que c'est pas mal de noter les menus en fonction des symptômes qu'on a. Ça permet d'y voir plus clair et de ne pas forcément faire d'éviction alors qu'on n'en a pas besoin. Exactement. Abigail, on entend souvent dire que le lactose provoque des symptômes parce qu'il est mal digéré. Est-ce que c'est pas aussi la façon dont notre microbiote le transforme qui explique que en fait on réagit pas pareil parce qu'on a tous finalement un microbiote propre? Alors comme l'a dit Stan et comme vous l'avez dit, pas directement, puisqu'en fait la digestion du lactose est liée à cette enzyme qu'on appelle la lactase, qui est produite dans l'intestin grêle. Effectivement, comme à l'âge adulte, on en produit beaucoup moins. Le lactose peut passer dans le côlon et là, il va être fermenté effectivement par les bactéries du microbiote. Donc pas directement, mais si on a une dysbiose, si on a un déséquilibre du microbiote, ça peut accélérer ce processus de fermentation et donc donner plus de ballonnements, des troubles du transit, des diarrhées, des douleurs, un inconfort. Donc oui, de façon indirecte, ça peut aggraver les choses. Merci Abigail. Vous êtes de garde aujourd'hui? Pas aujourd'hui, parfois, je me repose. Ah bon. Ça m'arrive. Oui, mais c'est rare, hein, je vous le dis tout de suite. En tout cas, on vous laisse à vos patients à l'hôpital. Merci de nous avoir accompagnés ce matin dans Bel et Bien Ensemble. Claire, vous restez avec nous.
On va ouvrir notre page cuisine. On a lancé un défi à Héloïse Brion, c'est nous proposer une recette gourmande, conviviale, mais compatible avec les intolérances de chacun. On est bien ici et maintenant. Bonjour. Bonjour Héloïse. On a parlé d'intolérance au gluten et au lactose. Ce matin, vous avez préparé de ce fait un classique ultra réconfortant, c'est le banana bread. Le banana bread. Mais attention, hein, hyper gourmand, généreux comme on aime et tout, mais sans les aliments qui pourraient nous rendre sensibles. Sans les aliments. Alors, je vous le montre, comme ça vous voyez déjà. Parce qu'en fait, souvent, on dit que le sans gluten, ça va être friable, un peu sec. Mais vous pouvez tout à fait utiliser un petit peu de compote ou de purée d'amandes pour le rendre moelleux. Utiliser des farines, justement, de riz, de sarrasin, de la poudre d'amande. Enfin, voilà, il faut vraiment vous amuser avec les différents ingrédients pour que ça soit tout à fait savoureux, gourmand et en même temps facile à digérer pour On veut la recette et ce d'urgence. Et appétissant. toujours. Alors, comment on fait? Je vous montre en image. Alors, pour ce banana bread, déjà, on va faire fondre un petit peu d'huile de coco. Ah ouais. Et pendant ce temps-là, on va prendre des bananes bien mûres, parce que du coup, ça va apporter vraiment ce côté aussi moelleux et sucré naturellement. On écrase, on va ajouter des œufs. On mélange le tout. Là, j'ai ajouté un petit peu de miel liquide, du bon vrai miel, du lait de coco. Ensuite, on va rajouter du coup l'huile de coco qui a fondu. On met de la poudre d'amande avec un petit peu de bicarbonate de soude alimentaire qui apporte de la légèreté et de la levure. Moi, j'aime bien mettre de la cannelle, de levure chimique. En fait, Ça apporte vraiment de la légèreté, ça allège le tout. On mélange le tout, on met dans un moule à cake. Et j'aime bien rajouter par-dessus quelques copeaux comme ça de noix de coco. C'est une très bonne idée. Ça apporte un petit peu encore un côté toasté, sucré, naturel. Oh là, et puis après, il faut patienter un petit peu, puis le couper, le déguster, mais c'est bon quand c'est tiède. Oui, c'est ça. On voit que même moi, là, Oui, même elle s'auto... Il faut bien goûter avant de vous proposer. Exactement. Voilà. Héloïse, alors ça va Arnaud? Ah bah. Ne me posez plus de questions. Arnaud va faire une petite pause, hein, je suis désolée. Merci beaucoup Héloïse pour ces recettes. Oui. Alors déjà, n'hésitez pas à me garder une part, s'il vous plaît. Je vais réfléchir, mais je crois que j'ai pas le temps. Ah, ok. C'est dommage. Bon. En attendant, il y a Anna qui a une question pour Claire. Je voudrais savoir, par rapport à l'amidon, j'entends beaucoup parler par rapport à l'intolérance à l'amidon, et je voudrais savoir ce que c'est exactement. Alors, l'intolérance à l'amidon, ça, c'est quand même une maladie vraiment rare. C'est pareil, un déficit enzymatique en sucrase isomaltase. Et donc, en fait, le corps n'est pas capable de digérer le saccharose ou les sucres issus de certains amidons. Donc, comme pour le lactose, ils finissent dans le côlon où ça va fermenter, provoquer des gaz, des diarrhées, etc. Mais ça reste assez rare. Bien souvent, quand on tolère mal certains féculents, on y revient sur cette histoire de FODMAP, c'est de certains sucres fermentescibles qu'on ne digère pas très bien. Bien, eh ben, écoutez, merci pour cette réponse. Je retiens que c'est rare, déjà, c'est pas mal. C'est vrai, Claire, qu'on entend de plus en plus parler des intolérances alimentaires. Est-ce qu'on est en train de devenir collectivement plus intolérants ou est-ce que c'est parce qu'on fait plus attention à nous? Est-ce qu'on s'écoute un tout petit peu plus? Alors, je pense que déjà, c'est beaucoup mieux diagnostiqué et heureusement qu'avant. On écoute plus les personnes qui souffrent de problèmes digestifs en leur disant autre chose que c'est dans ta tête. On en parle aussi sur les réseaux, comme on l'a vu avec Zoé tout à l'heure, et donc on démocratise vraiment ce genre de maladie. Et puis après, comme on l'a dit aussi au début de l'émission, l'alimentation d'aujourd'hui, elle est quand même hyper transformée, riche en additifs, en sucre, etc. Donc, ça a forcément un petit peu altéré aussi la qualité de notre microbiote, quoi. Merci beaucoup Claire Trommenschlager pour vos conseils. Je rappelle votre livre Happy Diet, le rééquilibrage alimentaire à petit prix. C'est chez Solar. Héloïse, évidemment vous, c'est sur les réseaux sociaux de l'émission qu'on retrouve toutes vos recettes. Mais attendez, ça devient la caverne de Baba, quoi. La page bel et bien ensemble d'Instagram, mais je vous assure, il y a tous les conseils bien-être de nos experts et il y a les recettes d'Héloïse. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Sarou. Merci. Vous nous dites un petit au revoir Opéra, s'il vous plaît? Au revoir.
Demain, jazzy, après-demain, pop. Et merci beaucoup, Arnaud. Vous pourrez l'accompagner à la guitare, tiens. Volontiers. Ah non, Dès que j'ai fini, faire la manger. Je vais faire manger. Merci à notre public et rendez-vous demain à 9h55. Bonne journée sur France 2.